Merci, bonjour à tous. Je vais vous rappeler rapidement qui est Rockwell Collins. On est un équipementier, ce qui veut dire qu'il va y avoir des redites entre ce qu'ont dit Stéphane et Florence, parce que eux, ce sont nos clients, juste pour vous replacer un peu l'étape. En tant qu'équipementier, quand même assez majeur dans l'industrie, Rockwell Collins a aussi des neurones et s'en sert pour inventer et essayer d'améliorer les cockpits de demain. Donc, prenez cette présentation comme la vue qu'on y mène, quelles recherches on fait. On va être moins centré sur l'aspect, je dirais, monitoring de la personne. Je vais vous parler un petit peu de nous, ce qu'on a pu faire et quelles sont les contraintes dans les cockpits aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pu démontrer jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les innovations qu'on a pu mettre. Donc j'essaye de poser le cadre de hier, aujourd'hui et peut-être demain. Donc, tout d'abord, l'automatisation dans le cockpit. Pourquoi j'ai pris l'angle de l'automatisation ? Tout simplement parce que automatisation et quelle place de l'humain, on en a parlé, hein, l'autonomie, pas l'autonomie, de quoi on parle. En tant qu'équipementier, on a une approche relativement pragmatique de la chose. C'est l'automatisme, c'est enlever quelque chose pour que ça soit automatique. Donc on est très pragmatique, on n'est pas avionneur, on n'invente pas le monde, mais par contre, les cockpits, on s'y connaît. Donc dans le temps, c'était quand même plutôt des volants, tout était manuel. On passe dans les années, plutôt 50. Je vous rappelle juste, petit quiz, vous savez depuis quand est-ce qu'il y a eu le premier pilote automatique qui tenait au moins une attitude ? 30, 40, pas de chance, c'est les années 20. Hein, c'est Sperry aussi, le fameux, qui a créé ce truc d'attitude. Allez, un autre quiz rapidement en termes d'automatisation. On va faire simple. Premier warning automatique avec présentation de checklist. Des types d'années, hein, je ne vous demande pas la date. Hein. 50. Présentation d'une alarme avec checklist associée. 100. On est plutôt proche des années 80 là. Hein. On commence à s'approcher des années 80 sur les automatiques checklist. On voit qu'il y a quand même un grand gap à un moment dans l'automatisation. On a beaucoup insisté sur l'automatisation du pilotage, du vol. Et on se rend compte que dans les dernières années, on va le voir, on s'est beaucoup attaché à donner de l'information de situation au pilote. Parce que c'était vraiment ça la problématique. Donc l'automatisation, voilà, les cockpits modernes. Hein, alors désolé, je travaille pour Rockwell, donc je vous mets des cockpits Rockwell. Donc, vraiment mes hommages à Dassault et Airbus, mais voilà, c'est un autre cockpit, ça sera aussi des concurrents. Sachant que l'automatisation dans les cockpits, c'est vraiment ça, on enlève n'importe quel composant qui supprime le besoin d'un contrôle direct, c'est ça qu'on essaye de faire. Faut bien comprendre que finalement le thème de cette journée, la place de l'humain, automatisation et place de l'humain, c'est un peu les mêmes facettes, hein, c'est juste la même pièce, c'est deux facettes un peu différentes, ça dépend de quel point de vue on passe, un peu les trois poutres et les quatre poutres. Donc j'avais voulu aborder ça dans ce sens-là. Un peu de philosophie de but et de domaine qu'on utilise. La philosophie à Rockwell, on considère quand même que l'opérateur humain, il est essentiel, il est au centre. Alors ça ramène les questions, il y a au moins un pilote dans l'avion, on va dire. Souvent on travaille à deux, il y a quand même un travail dans les années aujourd'hui où il y a quand même deux pilotes. Hein. Il n'y a pas si longtemps, il y avait aussi l'ingénieur mécanicien. On travaille au moins avec un pilote dans l'avion, on pense que c'est vraiment essentiel. Notre but, c'est vraiment d'automatiser pour supporter les activités du pilote. Hein. C'est pas le remplacer. En tout cas, c'est notre philosophie à nous. Il y a sûrement des études, des recherches, comme on a pu le voir, qui visent à remplacer les pilotes. C'est pas du tout notre travail. Et on insiste, vous l'avez déjà vu dans les autres présentations, sur la réduction de la charge, forcément, les informations les plus pertinentes. Ne jamais surcharger les pilotes avec des informations inutiles, c'est classique. Hein. Beaucoup de cockpits, et j'en fais partie de ceux qui en ont fait des cockpits. J'ai plein de clients qui m'obligent à mettre des informations que je ne voudrais pas en tant qu'avionneur, mais malheureusement, ils m'imposent des spécifications et j'ai pas le choix. N'empêche que quand on regarde le cockpit, il y a tellement d'informations qu'on s'y perd. D'ailleurs, les pilotes de flight test doivent bien connaître ce phénomène-là quand ils travaillent sur les études. On est des ingénieurs, on aime bien mettre des infos partout, c'est pas forcément le truc le plus génial à faire. Et on travaille principalement sur trois domaines. Et ça, c'est la façon dont nous, en tant que Rockwell Collins, on catégorise les vols. On a trois grands domaines d'innovation. On va dire tout ce qui va concerner le vol, l'automatisation du vol, tout ce qui va concerner les communications et tout ce qui va concerner la situation de vol. Donc on essaye un peu de catégoriser les choses comme ça. À quoi ça ressemble un cockpit un petit peu avancé ? Aujourd'hui, je vous présente ProLine Fusion, qui est quand même une des product lines, donc des lignes de produits qu'a Rockwell Collins. Alors je vous rappelle, une ligne de produit, la différence c'est que c'est pas sur spécification d'un avionneur, c'est-à-dire qu'on propose une solution qui fonctionne et qui est adaptable à la plupart des plateformes, donc c'est pas tout à fait parfait, mais par contre c'est notre meilleur cockpit avec toutes les innovations qu'on peut y mettre à un instant T. Alors, évidemment après on l'adapte en fonction du client, mais c'est quand même ça.
On retrouve un certain nombre de choses assez innovantes, dont au passage notre société a été assez précurseur. On va retrouver de la vision synthétique, qui aujourd'hui est certifiée sur plusieurs avions. On va retrouver de la technologie touchscreen, donc on est les seuls industriels aujourd'hui qui proposent cette version qui est certifiée par la FAA et qui vole. Il y a un certain nombre de plateformes déjà équipées. On va retrouver tout en haut des head-up displays avec de la vision synthétique et de la version avancée avec des capteurs infrarouges. Donc tout un ensemble de technologies qu'on essaye de mettre à disposition des avionneurs pour améliorer évidemment soit l'expérience de vol, soit la sécurité, et en tout cas toujours la sécurité. Alors ce que j'ai voulu faire un petit peu, c'est vous dresser un peu le tableau selon ces trois dimensions. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les cockpits d'aujourd'hui? On va retrouver surtout des formats de display larges. Excusez-moi, c'est tout en anglais parce que je ne me suis pas amusé à traduire tous les termes, comme on est une société américaine, donc mes excuses pour tout l'anglais. Mais on va retrouver des écrans plutôt larges, selon les compagnies, il y a différents besoins. On va retrouver du plan de vol graphique, pour pouvoir gérer ses routes de façon graphique plus intuitive, parce que pour tous ceux qui ont utilisé un MCDU, c'est pas forcément génial. On passe un peu de l'ère Minitel à l'ère iPad, on va dire. On va retrouver des touchscreens. Alors ça se démocratise de plus en plus. Nos compétiteurs, Thales, forcément s'y mettent. Voilà, on a tous des différences approches avec ces choses-là. Là, on est plutôt dans le domaine de la gestion du vol, le couplage au FMS et les visualisations. La communication, c'est un domaine un peu particulier. C'est un domaine où on est relativement leader en tant qu'équipementier, parce que si vous ne le savez pas, ARINC a été racheté par Rockwell Collins, donc on bénéficie de toute l'infrastructure d'ARINC. Et on va retrouver des thématiques d'infrastructure. On va retrouver les réseaux sécurisés. Comment fait-on pour être sûr que les données ne vont pas être corrompues, soit à bord, soit à l'extérieur? On va retrouver la connectivité, donc tout ce qui va être les moyens d'infrastructure de communication. Alors c'est simple de prendre sa radio et de téléphoner, faire du data link, mais il y a plein de moyens qu'il faut mettre en place autour de ça. On va avoir toute la sécurité de l'information, des accès inconnus. On va avoir toutes les synchronisations de l'avion. Quand il est à la gate, comment est-ce qu'on fait pour récupérer les dernières informations? Donc, on parlait du monde connecté, on va voir, ça va revenir de façon récurrente dans cette présentation. Mais la communication, on a moins de problématiques d'innovation en termes de le pilote interagit pour envoyer des données au sol. On voit vraiment que c'est un problème d'infrastructure plus qu'un problème aérien, airborne, on va dire. Puis la dernière, qui est vraiment celle où on a insisté ces dernières années, la situation awareness. Alors j'ai simplifié en disant situation, donc comprendre la situation. Dans ce domaine-là, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits. Il y a beaucoup de travaux dessus, donc la vision synthétique, la vision augmentée, tout ce qui va être réduction des head-up displays pour faire des choses un peu plus compactes, parce que vous savez que le head-up c'est très, très contraignant en termes d'installation, c'est très lourd, donc il y a beaucoup de technologies avancées. Tout ce qui va être améliorer cette vision tête haute pour avoir la tête le plus dehors possible, tout en gardant un circuit visuel qui est correct. Et puis tout ce qui va être éviter les problèmes en vol, notamment la météo qui est une grosse problématique. On a des radars météo, mais il y a tout un tas de choses qu'on peut améliorer sur ces questions de météorologie. Voilà, ça c'est les grandes technologies d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a ça vraiment disponible, qu'on peut mettre à disposition des avionneurs de façon à créer un cockpit nouvelle génération. Je rappelle, c'est adapté aux contraintes pilotes. Ça répond à des besoins clients. On est un équipementier, donc on ne crée pas juste pour le bonheur de créer. On crée parce que souvent on a un besoin, ou en tout cas il y a soit une communauté de pilotes qui nous exprime le besoin et on le fait en autonome, soit on est financé par un avionneur qui nous paye des développements. Et les infrastructures, par contre, c'est de l'investissement propre. Alors qu'est-ce qui se passe dans les technologies de demain? Je dirais qu'on est un petit peu en train de changer le paradigme. Alors je vais peut-être être en contre-courant avec tout ce qui est monitoring, tout ça, mais on est quand même très centré humain. Donc on voit, il y a un petit shift, le paradigme change vers le centré humain et tout ce qui va être les structures d'information. Alors comme vous le savez tous, on a beaucoup d'informations, que ce soit sur notre smartphone, comment les choses évoluent. Ça va avoir un impact direct sur les technologies de demain, parce qu'il va falloir faire attention à ce que cette information ne bousille pas la qualité aussi de vol du pilote. Donc moi je me place d'un point de vue vraiment pilotage. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Aujourd'hui, tous nos travaux sur le cockpit de demain sont centrés vraiment sur le pilote. Alors il y a plusieurs domaines. Le premier domaine, ça va être vraiment les domaines d'interaction. Alors comme on est précurseur, on va dire, sur les touchscreens, et qu'évidemment, aujourd'hui, on a des touchscreens qui sont dits single touch, alors pour ce qui existe et qui est certifié, on est en train de certifier la version multitouch pour des questions de technologie, de robustesse, il y a tout plein de choses. Airbus en est bien au courant aussi. On va travailler tout ce qui va être la gestion, les multi-gestures, donc tout ce que vous faites sur votre iPhone, voilà. Alors on va peut-être pas les faire exactement comme on le fait sur un iPhone, de par la technologie, de par des contraintes de je dois pas appuyer sur certains boutons, je dois pas faire de touches de façon
inconsidérés. Donc il y a des nouvelles façons d'interagir qu'on est en train d'inventer. On va travailler sur les contrôles haptiques. Alors contrôle haptique, ça veut dire un retour de force, hein, principalement. Tout simplement parce que certaines opérations avec un touchscreen sont carrément impossibles. Vous êtes en condition de feu dans le cockpit, vous avez de la fumée, c'est juste pas possible. Et même dans les boutons actuels, si vous prenez un FCU, des fois ça peut être intéressant d'avoir des boutons qu'on peut reprogrammer. Alors aujourd'hui on travaille sur l'haptique reprogrammable, où on peut changer la perception qu'a l'opérateur sur un bouton. On peut utiliser le même bouton pour plusieurs opérations. On essaye de rationaliser, on essaye de regrouper, de simplifier ces cockpits, parce que mine de rien, comme on disait, on n'en fait que rajouter des choses en innovation, mais on n'enlève pas grand-chose. Donc il est temps de, voilà, on essaye de rationaliser ces choses-là. Alors c'est jamais simple, hein, et selon un avionneur, je prends des exemples comme Dassault ou Airbus où on a pu discuter avec eux, chacun a son approche, chacun a sa philosophie de cockpit, chacun a aussi ses moyens préférés d'interaction selon sa mission. Donc c'est toujours pas facile d'un point de vue avionneur, enfin d'équipementier, de raisonner avec tous les avionneurs. Donc au moins on propose une solution et on essaye de discuter quelle est la meilleure option. On va retrouver tout ce qui est head-worn display, tout ce qui est casque, lunettes, Google, whatever, vous connaissez déjà tout ça. On a une problématique particulière dans mon département, c'est qu'on adresse pas seulement les avions à aile fixe, mais on adresse aussi les hélicoptères. Et clairement, par exemple, sur ce sujet, il y a une différence fondamentale sur le casque. Autant on peut utiliser un casque ou des lunettes pour atterrir droit devant avec un avion, autant en hélicoptère, s'il n'y a pas de pilote d'hélicoptère dans la salle ou s'il y en a, les approches en hélicoptère se font diagonalement. Souvent sur les approches, par exemple, quand vous arrivez sur des plateformes pétrolières, on utilise le patin de l'hélicoptère et le pilote est en circuit visuel, il est dehors, dedans, dehors, dedans. Et la distance, elle est assez loin. Donc en général, s'il a son casque et qu'il a les présentations des informations dessus en hélicoptère, c'est beaucoup plus sympa de laisser regarder dehors et de voir ces informations de vol devant son nez. Voilà, c'est très différent d'un head-up display. Donc dans certains cas de mission, ça peut être très différent. On travaille assez bien, on est plutôt en avance sur tout ce qui est reconnaissance vocale. Alors attention, je m'entends bien, reconnaissance vocale d'ordre, c'est pas de l'apprentissage par neuronal, c'est vraiment quelque chose de programmé, avec une grammaire spécifique, calée à la phraséologie classique d'un pilote. Le but du jeu, c'est zéro training, c'est ça qu'on essaye de faire. Le but du jeu, c'est le pilote parle normalement comme il parlerait à la tour de contrôle, ou à son cockpit pour lui demander de faire certaines actions. Et on travaille sur la combinaison des actions, c'est pas seulement des ordres simples, on lui dit tel cap, telle altitude, règle telle fréquence. Le système nous permet d'avoir un retour visuel de ce qu'on a demandé pour être sûr qu'il a bien compris ce qu'on lui a dit. Et le pilote active avec des moyens, donc il y a différents types de moyens d'activation, les ordres. Voilà le genre de speech recognition qu'on fait en tout cas dans nos travaux. Et puis on a toujours la partie, je dirais qu'on va de plus, j'aurais presque dire, dans le temps, ce qu'on imagine arriver le plus vite dans le cockpit. Ça va arriver très vite, c'est même pratiquement disponible en tout cas chez nous. Tout ce qui va être physio-monitoring, je vais arrêter d'en parler parce que je pense que vous avez eu suffisamment de présentations dessus, mais globalement, on s'y intéresse. On s'y intéresse notamment pour trouver des choses un peu non intrusives, donc on verra dans les sujets de recherche. Et puis on a tout ce qui est l'aide à la décision. Et comme vous avez vu, hein, j'ai marqué intelligence artificielle, mais au sens aide à la décision. Est-ce que je peux aider le pilote à prendre de meilleures décisions? C'est jamais l'intelligence artificielle dans notre philosophie, en tout cas, qui prendra ces décisions, c'est toujours le pilote, mais on aimerait bien lui proposer peut-être différents choix, des fois auxquels il n'aurait même pas pensé. On a déjà des systèmes comme ça qui existent sur les weather radars chez nous. On a plein de fonctions avancées sur les weather radars qui permettent de détecter vraiment des problématiques très fines de formation de glace qu'on arrive à détecter et proposer un chemin peut-être un peu plus sûr dans les cumulonimbus. Ce genre de choses, c'est des choses qu'on fait plutôt de façon classique. Donc on est vraiment là-dessus. Et la dernière partie de ce petit schéma, c'est ce qu'on appelle l'adaptative HMI. Excusez-moi, c'est interface homme-machine, hein, donc, selon les terminologies. Il faut bien comprendre qu'on essaye toujours de faire en sorte que le pilote ne soit pas surchargé d'informations. Alors, on étudie, c'est pas forcément simple, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux afficher en priorité et dans des cas d'urgence. Alors, il y a un feu moteur, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être enlever, déclutrer, comme on appelle dans notre jargon, des écrans, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en exergue, est-ce que les checklists apparaissent automatiquement ou pas, quelle partie de la checklist, enfin voilà, toutes ces études de améliorer la sécurité et s'assurer que le pilote est capable de faire quelque chose efficacement dans des situations complexes. Donc on parle bien d'aide à la décision. Donc là on a le volet vraiment interaction, moyen d'interaction. La deuxième partie sur laquelle on travaille, vu qu'on s'appuie sur toute cette infrastructure qu'on développe, c'est toutes les informations qu'on peut avoir dans le cockpit. Alors ça va influer sur les moyens d'interaction, mais je dirais que c'est un peu deux sujets séparés. On va retrouver tout ce qui va être comment est-ce qu'on fait du taxiing en toute sécurité. Aujourd'hui vous savez que c'est une des parties qui n'est pas vraiment guidée, hein, c'est quelque chose qu'on fait toujours en manuel. Alors pour du bon sens ou pas, ou est-ce que c'est parce qu'on a un problème technologique? N'empêche qu'en termes de surface management, on a plein d'informations qui peuvent revenir du sol.
On peut agréger des tonnes d'infos, mais des fois, comme j'ai entendu dire, hein, notamment, trop d'infos tue l'info. C'est tout à fait le credo qu'on a, en tout cas à Rockwell. C'est oui, c'est bien, on a plein d'infos, mais qu'est-ce qu'on en fait vraiment? C'est quoi l'utilité finale? On va retrouver la même chose avec tout ce qui va être weather. Les données weather, comme vous le savez, il y a plein de systèmes dans le monde. Aux USA, ils ont un Weather Radar Information System qui permet d'afficher en effet des cartes très précises au-dessus des États-Unis. En Europe, on n'a pas trop l'équivalent, ça commence à venir. Typiquement, on se dit aussi, avec tous les radars en vol qu'on a des avions, si on a de la bande passante avec de la meilleure connectivité, tous les avions en temps réel peuvent envoyer exactement la météo qu'ils détectent. Et on pourrait créer un système de cloud avec toutes ces informations météo et les partager avec tout le monde. Donc on aurait des milliards de stations, des millions de stations météo en temps réel qui mesuraient les gradients de vent, qui mesuraient tout un tas d'informations indispensables pour l'air transport. Voilà, c'est ce genre d'informations et de structures qui peuvent changer la nature du vol. Ça pourra influer sur vos performances FMS, tout plein de choses. Globalement, j'ai résumé ça dans tout ce qui est applications connectées aussi. On se rend bien compte que l'avènement de l'iPad et de tous les moyens de connectivité, ça aide vachement les opérateurs. Hein. Maintenant, la plupart des compagnies fournissent des moyens mobiles, plus que des EFB directement dans l'avion. Tout ça, ce sont des choses qui vont changer la nature des opérations. Donc on va prendre tous ces éléments-là et on va les combiner ensemble de façon à avoir une vue sur le futur. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ce changement de paradigme s'opère vraiment sur les trois catégories qu'on avait mis tout à l'heure. C'est complètement multidimensionnel. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien faire du speech recognition, faire de la communication. Par exemple, vous pouvez dicter votre message CPDLC. Ou alors, vous pouvez très bien demander à Speech Recognition, affiche-moi que les menaces en Weather Radar pour faire de la Situation Awareness. Ou alors, je peux utiliser mon Haptic Control pour programmer un cap, parce que je préfère avoir un bouton plutôt que de le dire ou plutôt que de faire autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient multidimensionnel. Donc on vient de recentrer un peu les trois domaines aéronautiques majeurs où c'était dimensionnel, on avait des innovations par dimension, et on le met de façon multidimensionnelle. Donc c'est ça qui est intéressant. Et comme le disait Stéphane, si je me place d'un point de vue plus avion, on augmente d'une dimension, on est plus dans un mode où tous les systèmes doivent interagir, donc j'ai un flux d'informations très important. Quelles sont les informations pertinentes, quelles sont les informations redondantes, quelles sont celles que je peux corréler et qui sont utiles pour le pilote. Parce qu'il y a plein d'informations, je suis sûr que le pilote, il en a strictement rien à faire. Par contre, il y a plein d'informations où il a strictement bien à faire des choses. Voilà, donc tout le but du jeu, c'est de trouver l'essentiel. Toujours en tête, la sécurité. D'accord ? C'est vraiment ce qui garde là-dedans. Quelques sujets de recherche du moment, donc je vous en ai déjà parlé. Vraiment, c'est donc tout l'aspect haptique. On travaille principalement sur des contrôles panels virtuels ou hybrides. On essaie en fait de nettoyer un peu le cockpit. Parce que ce cockpit, mine de rien, il y en a des boutons. Et le training, il est de plus en plus long, de plus en plus compliqué. Ça peut être complexe. On va rationaliser les moyens, on va vraiment essayer d'améliorer la sécurité des vols et l'expérience dans le cockpit. Tout ce qui va être physio, le but du jeu, on l'a déjà dit, c'est analyser et alerter en temps réel. Et la charge du travail du pilote, c'est ça qui nous intéresse, en tout cas de prime abord. Comme on a dit, c'est pas forcément facile à déterminer ce que c'est que la charge du pilote, mais si on détecte une surcharge de quelque chose à un moment, on va se poser des questions d'adaptation ou de simplifier, on va dire, les choses. Et puis la partie speech recognition, alors je vous fais pas un dessin, on est en plein dedans, nous en ce moment on s'amuse à tester tous les accents du monde, on rigole bien. Alors le pire, à votre avis, c'est quoi l'accent? Le pire accent anglais, excusez-moi, c'est en anglais, mais quel est le pays le plus difficile à reconnaître pour un moteur de recherche en reconnaissance vocale? Australien? Catalan? Non. Indien? Anglais? Ah, vous n'êtes pas loin, c'est un peu plus latin. C'est l'italien. L'italien est le pire. Donc notre moteur de reconnaissance en italien, il rame, mais alors, il rame bien. Je donnerai pas les chiffres, mais... Donc on a beaucoup de travail avec les Italiens en ce moment pour qu'on fasse des essais en vol sur ce genre d'essais. Voilà. C'est ce genre de... Ça, c'est l'état de la recherche aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est là où on travaille avec des labos, que ce soit l'ENAC et les autres. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Un dernier petit point rapide. Le futur. Alors, c'est marrant parce qu'on ne s'est pas coordonné, mais on a le même avec Stéphane. C'est qu'on travaille déjà sur tout ce qu'on appelle Human Autonomy Teaming. On se rend bien compte que c'est vraiment une question de collaboration entre le système et l'humain. Alors, plusieurs personnes mettent le mot collaboration à plusieurs niveaux. Nous, c'est vraiment aide à la décision, présentation de l'information la plus pertinente. C'est vraiment pour améliorer la sécurité. Il ne faut pas oublier que dans son contexte, on parle d'avions connectés. Faut bien se rendre compte que dans ce monde ultra connecté où on a de plus en plus de systèmes qui vont être connectés.
Alors moi je parle en termes d'infrastructure, on va voir que ce soit les passagers, que ce soit les opérateurs, les airlines, que ce soit l'airspace, tout ça, ça va collaborer. Alors il va falloir faire attention à ne pas confondre trop d'informations avec son utilisation, c'est ce qu'on a toujours dit, donc je vais le répéter et renforcer ce message. C'est là où on a un vrai travail d'abord de vigilance et puis ensuite d'intérêt. Hein. Comme je vous dis, on est toujours des ingénieurs, on aime bien en mettre plein partout. C'est peut-être pas forcément la bonne chose à faire. Donc c'est pour ça que je me réfère toujours à, on centre sur le pilote, donc on sort sur l'utilisateur final. C'est lui qui utilise, c'est lui qui sait comment il travaille. On peut lui apporter des améliorations, on peut l'écouter, il faut surtout l'écouter. On peut lui proposer, mais au final, c'est quand même lui qui dispose. Donc c'est vraiment ça qui est important. Donc faites attention, je pense qu'en termes d'information, de flux d'information et de type de connexion, on peut enrayer la machine. Donc il faut faire attention dans le futur à ce flux d'informations. Il ne faut pas le renier parce qu'il existe et il sera là. Maintenant, il faut voir comment il fait évoluer le futur et comment il fait évoluer aussi les interfaces homme-machine parce que les informations peuvent faire évoluer aussi les interfaces homme-machine. Je vous remercie de m'avoir écouté patiemment. Merci Elias. On a le temps pour une petite question et puis après il y a la talk de Stéphane. Une question, ouais. Et vous aurez la pause. On parle beaucoup de l'interface homme-machine. Il me semble que ce qui serait très bien aussi, c'est l'interface machine-homme. C'est-à-dire que si je voulais être sûr que le pilote a bien compris, je dis Simon, est-ce que tu as bien compris que je t'ai signalé un problème? Est-ce que les cockpits parlent aux pilotes? Alors, je peux donner l'exemple de la reconnaissance vocale. Typiquement, la grosse problématique de la reconnaissance vocale, c'est de comprendre si la machine elle vous a bien compris. Donc la machine repropose à l'envers au pilote, c'est bien ça que tu veux faire. On peut accepter l'ensemble des actions, parce que je vous ai dit, on peut empiler les actions. Donc on peut dire, oui, je veux monter à tel niveau de vol, oui, je veux changer tel cap, oui, je veux tuner cette radio. Et on peut dire, bah non, finalement, il présente tout ce qu'il a compris, et on peut dire, ça oui, ça non. Et... Donc il y a toujours ce feedback. En tout cas, nous, on travaille beaucoup sur ce feedback. De même, en situation awareness, on travaillait sur des systèmes, par exemple, de protection hélicoptère, des anti-collisions, parce que c'est assez compliqué avec les câbles, par exemple. On a eu la même problématique que les signaux dont on a parlé. Le signal sonore, c'est génial, mais est-ce qu'il ne faut pas un signal sonore justement qui change en fréquence, qui module en volume ou... Parce qu'on n'arrivait pas dans les essais à mettre la bonne chose. À la fin, on en est arrivé à la conclusion que peut-être que le système devrait dire « Fais attention, il y a quelque chose ». Attention, tu te rapproches dangereusement. Et là, c'est stop. C'est vraiment, on le donnait presque un impératif en disant stop. Ça ressemble au pull-up hein, d'un TOS ou en général, mais on donnait une information légèrement en avance en disant fais gaffe, là, je le sens pas. Voilà. Mais on est toujours dans le domaine de la prédiction. Donc, le problème dans nos domaines de la situation awareness, c'est les fausses alarmes. Donc, c'est toujours compliqué de démontrer un taux de fausse alarme si on veut donner de l'information. Donc, c'est une balance à trouver entre les autorités de certif, l'acceptabilité du pilote et surtout la précision de votre système. Merci beaucoup. Et maintenant, dans les talks de cette session, avec Stéphane Conversi, s'il te plaît. Merci. Un peu comme Elias, là, j'ai un petit peu la lourde charge de vous présenter ce que serait le futur des IHS aéronautiques. Alors, c'est quand même un peu difficile. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez des prédictions sur le futur des IHS ou des systèmes informatiques. Hein. Bill Gates qui annonçait qu'on n'aurait pas besoin de plus de 640 kg de mémoire sur nos ordinateurs, ou le patron d'IBM qui annonce qu'il y a peut-être de la place pour 5 ordinateurs dans le monde en 45. Donc, c'est un exercice un petit peu dangereux. Alors, je vais m'y prêter, mais en essayant de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut prédire le futur. Alors, je me suis intéressé à ce que disaient les grands anciens à ce propos. Donc, le futur ne peut pas être prédit, mais les futurs peuvent être inventés. Donc, ça, c'est Dennis Gabor en 63. Alan Kay, The Best Way to Predict the Future is to Invent It. Alors, c'est ce qu'on essaye un petit peu de faire ici. Le futur est déjà là, mais il n'est pas distribué de façon homogène, on va dire. Alors, celle-là est intéressante, parce que effectivement, il se trouve que, je vais vous montrer quelques travaux, là, passés ou en cours ou futurs, soi-disant, et qui sont en fait des choses qui sont finalement refaites et refaites encore. Et puis, bon, alors, la dernière que j'ai vue en fouillant m'a fait un petit peu peur, c'est qu'en fait, on ne peut pas prédire le futur en l'inventant, donc tant pis pour moi. Mais on va quand même essayer de voir ce qui a été fait dans le passé et qui maintenant, et voir un petit peu comment aujourd'hui, dans l'actuel, comment le passé a permis de prédire ce qui se passe maintenant. Alors, du coup, c'est ce que je vais vous présenter. Donc, en trois parties. Hein, le passé, ce qui évite éventuellement le futur tel qu'on l'imagine.
et puis ce qu'on réalise ici à l'ENAC et à l'ISAE. Alors première chose, alors en plus ça va me donner l'occasion de vous montrer des choses qui ne sont pas dans le cockpit. Donc ça c'est des IHS aéronautiques, ce sont des interfaces pour l'ATC. Alors cet exemple-là, pour le contrôle aérien, donc c'est Digistrip, donc qui a été fait dans les années 97. Alors peut-être que ça vous surprend plus, ce genre d'interaction, mais à l'époque c'était très très nouveau. Donc vous voyez beaucoup d'animation, beaucoup de design, des interfaces tactiles. Alors quand je parle de design, c'est évidemment de design graphique, hein, on le voit immédiatement, mais c'est pas simplement des designs graphiques, c'est aussi ce qu'on appelle du design d'interaction, c'est-à-dire vraiment cet échange très rapide entre machine et utilisateur à base de graphisme, à base de réactions très rapides qui nous permet de nous informer sur l'état de la machine et l'état de la compréhension de la machine, des gestes par exemple. Ou alors typiquement voilà ce genre de juste ces simples micro-interactions qu'il faut savoir designer. Voilà, il faut savoir concevoir ça pour permettre aux utilisateurs de remplir leur activité, de remplir leurs tâches tout simplement, de la façon la plus efficace possible, c'est-à-dire avec un minimum de ressources temporelles ou cognitives, et puis avec de la satisfaction, c'est-à-dire le plaisir de pouvoir utiliser une interface qui réponde très rapidement aux interactions de l'utilisateur. Donc ça voilà, ça a été fait en 97, donc avec cet objectif donc d'imaginer ou en tout cas de faire de la recherche sur le design d'interaction. Ici, interaction tactile. Alors, ces travaux-là ont donné lieu à des tentatives d'opérationnalisation, donc par exemple Vigistrip, toujours par le CVNA, donc, qui a été fait dans les années 2003. Alors, peut-être que ceux qui ont connu la conception de ce système pourront nous dire pourquoi finalement il n'a pas été, je crois, enfin, en tout cas de ce que je sais, opérationnalisé. Mais voilà, ça a été tenté. Et puis, finalement, une société qui s'appelle Frequentis, donc une société autrichienne, a récupéré les idées, on va dire, de Digistrip, hein, moyennant un accord entre les auteurs et puis cette entreprise, et donc qui a créé SmartStrip à partir de Digistrip. Et SmartStrip est installé dans les centres de contrôle, notamment au Royaume-Uni. Voilà. Donc vous voyez 2012, donc il a fallu à peu près, alors peut-être pas 20 ans, mais 15 ans, 17 ans, pour arriver à finalement opérationnaliser des outils de recherche. Alors pendant ce temps-là, nous, au CENA et à l'ENAC, ensuite, on a continué sur ce type de système, donc notamment par exemple MAMI, donc Multi-Actors Man-Machine Interface, où l'idée ici c'était de faire du design d'interaction, mais pour instrumenter la collaboration, donc faire en sorte que les utilisateurs, qui sont les contrôleurs, puissent collaborer de la façon la plus efficace possible. Parce que la collaboration, elle est clé de la sécurité et de la capacité dans le contrôle, mais aussi dans le cockpit. Donc voilà, comment est-ce qu'on conçoit ces interactions, donc là par exemple à base d'une grande surface tactile, pour que les utilisateurs puissent collaborer sans forcément communiquer verbalement, notamment par l'intermédiaire de gestes, ou là, encore une fois à l'intermédiaire de micro-interactions qui permettent de préparer des ordres, par exemple, que d'autres utilisateurs ensuite exécutent. Vous avez une démonstration de ce système là sur le très grand écran qu'il y a dans le chapiteau. Là. Alors, en 2007 est arrivé finalement quelque chose qui ressemble beaucoup à ces interactions, donc l'iPhone d'Apple, donc voilà, qui finalement maintenant on les retrouve, donc on n'est plus trop surpris de voir ces interactions sur nos téléphones notamment. Alors nous on a continué à travailler, mais cette fois-ci au lieu de virtualiser des outils existants, et notamment ceux du contrôle aérien, c'est-à-dire que le contrôle aérien, encore dans quelques endroits en France, se fait notamment par l'image radar que vous voyez là, mais aussi par le tableau de strip, donc ce sont des bandes de papier sur lesquelles sont imprimées des informations sur les vols, et sur lesquelles l'utilisateur, donc le contrôleur, va interagir, notamment normalement en écrivant avec un vrai crayon. Hein. Et donc là l'idée ici c'était d'augmenter, donc c'est vraiment ça la réalité augmentée, hein. C'est pas simplement d'avoir des lunettes qui raffichent des informations, c'est vraiment augmenter les objets du quotidien qui ne sont pas informatiques. Donc là on l'augmente de capacité computationnelle et puis voilà de nouveaux affichages et en lien, vous avez vu tout à l'heure, avec l'image radar. Et donc ça permet finalement de garder une pratique de travail et puis un côté très efficace de ces interactions tangibles, parce que manipuler des bouts de papier et écrire avec un crayon, ça marche très 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 bien et très rapide. D'accord ? Voilà, donc là c'est pour vous montrer en fait qu'on explore, on va dire, sans avoir d'a priori, hein, on explore plusieurs aspects de l'interaction sans partir forcément sur du virtuel comme vous avez pu le voir, mais aussi notamment par la réalité augmentée. Alors, juste, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière.
Alors maintenant que je vous ai montré un petit peu le passé qui finalement se retrouve un petit peu partout, finalement, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui arrive dans les labos? Qu'est-ce qui arrive chez les industriels aussi? Et qu'est-ce qui pourrait éventuellement arriver si on regarde vraiment très loin dans le futur? Alors, on peut s'inspirer de plein de choses. Alors, ce que je vais vous montrer, là, je vais vous montrer des choses qui sont issues, par exemple, du cinéma, qui sont issues des jeux vidéo, qui sont issues aussi de la recherche, sachant que ces trois disciplines, si on peut parler de disciplines, en fait, c'est la cross-fertilisation, c'est-à-dire que ceux qui vont faire des films vont aller dans les labos pour regarder quelles sont les idées qui sont intéressantes, et puis dans les labos, on regarde des films et on dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de le faire, par exemple. Alors, voyons, voilà un extrait de film, donc Man of Steel, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, avec cet écran-là, avec des pixels physiques. Alors on pourrait se dire, voilà, c'est vraiment du cinéma, est-ce que vraiment ça, c'est du cinéma, et est-ce qu'on va vraiment pouvoir le faire, et est-ce que ce serait vraiment utile? Après tout, pourquoi pas, hein. Là, on a une vraie image 3D qui émerge de l'écran. Alors il se trouve que, oui, il y a des chercheurs, notamment les chercheurs du labo de Jun Rekimoto, qui essayent de faire ce genre de choses-là, donc à base de son. Hein. Donc vous voyez, donc on a des pixels physiques, si vous voulez, donc là c'est des boules de polystyrène, mais qui permettent de générer des images 3D qui apparaissent devant vous, alors des images physiques. Voilà. Alors un autre exemple, je ne sais pas sûr que vous le connaissiez, donc ça c'est une image holographique. Donc, on peut se dire, tiens, est-ce que vraiment on va avoir des robots qui sifflent et des images holographiques? Eh bien, c'est en cours, voilà. Donc, il y a aujourd'hui des chercheurs qui permettent. Donc, cette image-là, elle apparaît devant vous, d'accord? Christophe m'a dit qu'elle chauffait un peu le doigt aussi, mais ça commence à venir. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut trouver notamment dans les conférences de type Kai ou WIST, donc c'est des conférences vraiment spécialisées dans l'interaction ou le graphisme comme celle-ci qui est SIGGRAPH. Alors un autre exemple de super PFD, donc on se demande si vraiment ce PFD-là pourrait vraiment être très utile aux pilotes de jet. Bon, je suis pas sûr, en plus ça se passe pas vraiment bien pour lui. Alors un autre exemple, cet exemple-là est issu d'un jeu vidéo qui s'appelle Elite, voilà. Et alors remarquez l'image radar qui est en bas. Alors j'ai mis cet exemple-là parce que je trouvais cette image radar, donc vous voyez, hein, c'est une mini image radar, alors qui n'est pas en 3D en soi, alors vous pouvez le voir avec la réalité virtuelle, hein. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est le design qui avait été fait sur cette image et qui permet de repérer très rapidement finalement les appareils ennemis ou amis que vous combattez. Alors je laisserai Guillaume Brunier en parler un peu plus tard pendant la table ronde, hein, sur ces aspects, donc le fait d'alimenter, que les jeux vidéo puissent alimenter finalement le design d'interaction ou de visualisation. Alors un dernier exemple, c'est celui de Videoplace. Alors ça c'est très très vieux, 1975. Donc c'est les premières interactions gestuelles, on va dire, hein. Donc là la personne est réelle, mais le cercle est virtuel. Et donc on peut manipuler, la machine est capable de repérer les gestes. Donc vous voyez, 75, ça date d'il y a un moment. Et voici une interface qui est réalisée par Volkswagen, donc pour régler le volume ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez là l'image en rouge, hein, ça ressemble vraiment à Videoplace. Alors vous voyez aussi que la personne s'y reprend à 3 fois pour pouvoir cliquer. Alors, je reviendrai sur cet aspect-là un petit peu plus tard. Et enfin, bon, on ne sait pas d'où va venir le futur de l'avion et de la voiture volante, hein, mais qui sait. Peut-être que Sarah Diakité pourra nous en dire plus sur ce projet. Pardon. Voilà, alors évidemment ce que je vous ai montré là, ça peut paraître être du bluff technologique, mais finalement c'est peut-être des technos qui vont arriver. Alors je ne sais pas si ça va arriver dans les cockpits rapidement ou dans les systèmes de contrôle. D'autant plus que finalement il y a beaucoup de technologies qui arrivent et puis qui meurent. Alors peut-être que vous connaissez le LEAP par exemple, je ne sais pas s'il y a des gens qui se servent beaucoup du LEAP à part l'avoir testé quelque temps. Kinect par exemple, dont on a appris l'arrêt de la commercialisation récemment. Donc est-ce que du coup les gestes vont disparaître du vocabulaire potentiel de l'interaction, comme la réalité virtuelle qui finalement ne connaît pas un si grand succès, on ne sait pas. Mais alors au-delà de ça, quels sont finalement les travaux que nous on mène actuellement? Alors certes moins spectaculaires, mais et qui rejoignent un petit peu le thème de la session, qui est de savoir est-ce que vraiment toutes ces technologies ou tous ces moyens d'interagir sont efficaces pour l'utilisateur. Alors, une première direction de recherche que je vais vous exposer, c'est le design d'interaction pour mieux percevoir et agir.
Alors la première, il se trouve que c'est de la visualisation, donc ça c'est quelque chose qui est un PFD, donc l'instrument principal, on va dire, de navigation pour les gros appareils, et les petits maintenant. Il se trouve que ce PFD-là utilise par exemple une fonte, donc une police de caractères, qui a été conçue ici à l'ENAC et avec d'autres entités, des PME, et puis financée par Airbus. Et notamment l'objectif de cette fonte, alors bon, vous voyez peut-être pas trop les différences, hein, mais regardez la forme des 5, la forme des 3. L'idée évidemment c'est de permettre à l'utilisateur de distinguer le plus rapidement possible les caractères, surtout dans des situations critiques. Donc là il y a une partie design, il y a vraiment quelqu'un qui fait ce design-là, qui va construire le graphisme pour qu'il soit vraiment très lisible. Alors c'est pas la seule chose, hein, il a été fait des expérimentations contrôler, pour vérifier, pour instrumenter la conception. Mais à la fin, voilà, on obtient une fonte qui est maintenant peut-être potentiellement utilisable dans les cockpits. Et puis, il y a ce PFD, alors que vous pouvez voir aussi en démo sous le chapiteau. Alors, ce PFD est un petit peu particulier, donc là, vous connaissez sans doute... Le PFD, ça c'est le PFD classique, dit occidental. Alors il se trouve que le PFD dit russe, alors c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu caricatural, mais c'est vrai que dans certains appareils russes, on a ce genre de configuration plutôt. Donc en gros, ce n'est plus l'horizon qui bouge, mais c'est la maquette avion qui bouge. Et puis vous voyez l'échelle d'inclinaison ici a été abaissée, ce qui fait que quand on veut connaître l'inclinaison de l'avion, il suffit de lire au bout de l'aile. Voilà. Ce qui n'est pas forcément facile à faire dans le mode occidental, puisqu'il faut aller lire le pointeur, qui est en fait à l'exact opposé de l'angle d'inclinaison du PFD. Alors, on a conçu ici un PFD qui mélange un peu les deux, c'est-à-dire qu'on garde l'occidental, c'est-à-dire l'horizon qui bouge, pour des raisons aussi de faire en sorte que les pilotes actuels ne soient pas trop perturbés par le changement, mais cette fois-ci en mettant l'échelle d'inclinaison en bas, donc du coup on peut lire dans la bonne direction l'inclinaison, et puis je ne sais pas si vous avez vu, mais ici c'est la symétrie, c'est ce qui permet de connaître en gros le dérapage de l'avion, et qui est aussi situé au milieu, et donc là l'idée de ce genre de système-là, c'est de réduire la charge cognitive en adaptant finalement le design pour le rendre plus efficace. Voilà. Donc ce qu'on estime, c'est que le parcours visuel prévu est réduit, donc le parcours visuel pour aller voir rapidement quelle est l'inclinaison dans certaines tâches particulières, donc dans la version nouveau PFD plutôt que l'ancien. Et ça c'est fait avec des modèles d'analyse du parcours visuel. Qui nous permet de prédire à peu près les prédictions. Alors c'est pas de l'automatique, hein, c'est vraiment du design avec des outils pour le designer pour essayer de justifier son design. Alors là c'est vraiment des tout premiers résultats. Donc l'idée n'est pas de dire que effectivement la charge cognitive est diminuée parce qu'on n'a pas encore assez de résultats pour pouvoir dire ça. Mais en revanche il se trouve que le parcours visuel prévu est bien celui constaté quand on fait des expérimentations. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est Ercius. Donc là aussi, vous avez une démonstration sous le chapiteau. Donc là, c'est ce que disait tout à l'heure Elias. Hein. Qu'est-ce qui se passe, ou même tout à l'heure Frédéric, avec la simulation de fumée dans le cockpit. Qu'est-ce qui se passe quand on a de la fumée dans le cockpit avec des écrans tactiles? Voilà. Bon, les écrans tactiles, en fait, ils ressemblent tous à des écrans quand vous fermez les yeux. Hein. Et donc là, l'idée d'Ercius, c'est de remettre du tangible pour plus de sécurité, voilà, et puis plus de bande passante entre l'utilisateur et puis la machine et les contrôles. Alors je ne sais pas si vous voyez, hein, regardez, hop, Sylvain regarde ailleurs, et donc du coup, le contrôleur ici apparaît alors qu'il était rentré tout à l'heure. Voilà. Donc c'est en fonction du regard, on va adapter l'interface et la rendre facilement accessible alors qu'on ne la regarde pas. Voilà, alors deuxième direction de recherche, donc vers des systèmes dits cyberhumains. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Là on est à nouveau dans le thème de l'automatisation dont on parle tout à l'heure. Alors question, est-ce que les machines remplaceront vraiment bientôt les humains? Alors à chaque fois qu'on me pose la question, je pense à cette personne qui s'appelle Lee Kleider, donc qui était responsable on va dire de l'informatique au tout début du projet ARPA. Et voilà ce qu'il disait. Il disait, bon, c'est dans les années 60, hein. À mon avis, il va falloir attendre 20 ans avant que l'intelligence artificielle puisse vraiment faire des choses qui permettent de résoudre des problèmes de signification militaire, on va dire. Et donc du coup, ça nous laisse 5 ans, voire 10 ans, pour faire ce qu'on appelle la mind-computer symbiosis, donc en gros faire des interactions avec des systèmes intelligents.
Alors ça, c'était dans les années 60, donc en 80, ça s'est pas vraiment passé. Qu'est-ce que dirait Lee Clyder aujourd'hui? Alors, il dirait sans doute la même chose, mais de façon un tout petit peu différente. Donc en gros, dans 20 ans, c'est bon, mais ça nous laisse 5 ans. Alors ça tombe bien, c'est ces 5 ans qu'on va essayer d'utiliser. Bon, sachant qu'effectivement, hein, les automatismes arrivent rapidement, même si aujourd'hui, ils arrivent à résoudre des jetons noirs avec des jetons blancs sur une grille orthogonale. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile encore aujourd'hui? Alors, on en a parlé. Il y a un truc que j'appelle le facteur sonde. Alors, le facteur sonde, c'est un peu comme le facteur humain, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est toujours un peu problématique. C'est les sondes échouent encore régulièrement. Vous l'avez vu tout à l'heure avec l'interface de Volkswagen, il faut s'y reprendre à 3 fois avant de pouvoir cliquer. Elias en a parlé tout à l'heure, les fausses alarmes, les faux positifs, les faux négatifs aussi, les non-détections d'obstacles, ou les capteurs en panne. Donc là, on a toujours l'humain en tant que super capteur qui va suppléer les sondes. Donc on a toujours besoin de lui. Et l'autre chose aussi, l'autre problème, c'est la résolution de problèmes qui sont non prévus. Donc là, on a l'humain non plus en tant que super capteur, mais en tant que médecin du système. Et il va falloir corriger un système qui ne capte plus bien et qui ne comprend pas la situation. Et donc là, c'est là que les êtres humains aussi restent indispensables. Et donc pour nous, l'IHS du futur, c'est ça qui permet aux humains de diagnostiquer et de résoudre les problèmes non prévus, et surtout de gérer les reconfigurations du sous-système. Alors pour pouvoir faire ça, je vais passer sur les systèmes cyberhumains. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en œuvre un principe qui est le principe de continuité. Alors continuité d'interaction, donc par exemple, imaginez des cockpits qui permettent effectivement à un pilote ou une copilote de partager l'information et surtout d'aller toucher les informations des autres. Voilà, donc que ce soit un cockpit continu. Y compris des cockpits qui soient non plus juste des affichages de paramètres, mais des affichages qui sont configurés par les utilisateurs pour résoudre une problématique donnée qui est par exemple un problème à résoudre parce que des sondes ont givré typiquement. Alors évidemment ça se fait dans le cockpit, mais on peut l'imaginer aussi au sol, donc la continuité d'interaction et réimaginer des scénarios avec des grands écrans, avec des écrans classiques, des appareils mobiles, pour pouvoir interagir et assurer cette continuité d'interaction, que ce soit entre le sol et le bord ou à l'intérieur du bord et sur le sol. Alors ça, c'est des choses aussi qu'on imagine pour d'autres systèmes critiques comme l'hôpital, et c'est aussi une démo là que vous avez sous le chapiteau. Voilà, enfin pour terminer, un dernier projet, qui est la continuité entre l'utilisation et programmation. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait, oui, les utilisateurs, en fait, ils ont envie de savoir ce que font les automatismes. D'accord ? Ils ont envie de prévoir ce que font les automatismes. Alors là, c'est un angle de vue que nous, on a décidé de prendre, qui est de faire en sorte que, effectivement, on va rendre visibles les automatismes. On va rendre visibles les déclenchements d'actions qui ont été prévus. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, on va concevoir des interfaces qui nous permettent de programmer visuellement des automatismes, donc là, typiquement sur un aéroport, notamment avec des contrôleurs, donc avec des utilisateurs finaux, donc avec quelque chose qui se fait entre utilisateurs et ingénieurs, pour pouvoir réaliser des automatismes que les utilisateurs comprendront. Donc là, c'est l'objectif de TACO. Il me reste 0 minute. Voilà. Alors, juste pour terminer, et ça fera écho à la table ronde de tout à l'heure, je suis pas sûr en fait qu'il n'y a pas vraiment une place de l'humain. Il y a des systèmes hybrides, humain-machine. Les places de chacun des sous-éléments sont vraiment particulières et ça va vraiment dépendre de chacun des systèmes. Et à mon avis, en tout cas à l'avis je pense de pas mal de gens dans mon équipe, le futur il est autant dans l'interaction que dans l'automatisation. Voilà. Mais pour vraiment terminer, ce serait dommage que on reproduise cette problématique. Hein, c'est que l'iPhone, qui est à mon avis quand même un succès de l'interaction et de la user experience, a rapporté 750 milliards de dollars à Apple et on est un peu passé à côté. Donc voilà, peut-être que c'est à nous de faire en sorte qu'on ne passe pas à côté du reste.